Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une des mesures phares de la loi de finances 2024, c'est l'amnistie. Alors, en attendant l'inventaire final des déclarations spontanées arrêtées au 31 décembre dernier du cash détenu au Maroc, nous analysons pour vous ce soir le bilan de l'opération de déclaration des liquidités et autres avoirs détenus à l'étranger. Troisième du genre, cette amnistie s'est conclue avec un total de 658 déclarations pour un montant de 2 milliards de dirhams. Ces chiffres sont-ils pour autant concluants? Quelle est la nature de ces avoirs? Que représente l'ensemble des montants récoltés lors des trois amnisties par rapport à l'ensemble des avoirs des Marocains hors de nos frontières? Quels sont les recours des autorités marocaines pour inspecter? Ou peut-on compter simplement sur la déclaration spontanée? Si ce genre d'opérations permettent de renflouer les caisses de l'État, quel impact sur le long terme? Le ministre délégué chargé du budget, Fouzi El Rja, a été ferme la semaine dernière devant les députés. Il n'y aura plus aucune reconduction de régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables marocains. Ceci s'applique-t-il aussi sur les avoirs ou liquidités détenus à l'étranger? Enfin, quid du contrôle des capitaux en devises au Maroc? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi un grand expert en politique de change. Il est économiste, chercheur donc dans le domaine de la politique de change. Omar Bakou, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter, marhaba bik. Se joint à nous également un autre expert en économie et en finance, Dr Mostafa El Jaye. Bonsoir Dr El Jaye, merci de vous joindre à nous. Bonsoir la Khadija, bonsoir Sibakou, bonne année, meilleurs vœux à vous et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et cette année donc commence avec ces chiffres sur l'amnistie, en tout cas sur les déclarations des avoirs des Marocains donc à l'étranger. Pourquoi, Monsieur Bakou, l'État lance des amnisties sur les liquidités et autres avoirs détenus à l'étranger? En principe, les amnisties au niveau international sont lancées, sont mises en place pour trois principales raisons. Il y a des raisons parfois politiques, quand il y a des changements majeurs de régime, comme c'est le cas par exemple en Afrique du Sud, au lendemain de l'abolition du régime de l'apartheid. Il y a des moments de transition réglementaire, lorsqu'on met en place une nouvelle loi qui, par exemple, de la convertibilité qui va changer tout, chambouler tout le régime. Et dans ce cas, il faut apurer un passif réglementaire parce qu'il y aura des gens qui sont, entre guillemets, en infraction. Il faudrait les aligner sur la nouvelle loi. Il y a une troisième raison de création, lorsque l'État veut créer un choc de confiance auprès des opérateurs économiques. Donc, elle lance des amnisties pour les rassurer, donc créer un choc en matière de sécurité juridique. Il y a une quatrième raison, qui malheureusement est souvent le cas, sont presque toutes les amnisties lancées ou mises en place au niveau mondial, c'est quand l'État est dans une situation de contrainte financière qui, par conséquent, lui permet, à travers ce genre d'opération, de récolter des ressources financières et également des ressources sous forme de liquidité sur le marché d'échange et donc qui impactent les avoirs de réserve. Très bien. Et vous pensez que ce genre d'opération s'inscrit dans laquelle des catégories que vous venez d'énoncer, Sibakou? Peut-être les deux dernières catégories, notamment la confiance. La confiance et le cash. Enfin, pardon, et les finances de l'État. Oui, ça va de soi. Très bien. Docteur El Jaye, qui sont les contribuables concernés et quel type de fonds ou d'actifs détenus à l'étranger sont éligibles à cette mesure d'amnistie? Petit rappel pour contextualiser rapidement. Tout à fait. Alors, comme a dit donc mon cher ami Sibakou dans son introduction, moi je pense que les personnes concernées, ce sont les résidents fiscaux au Maroc et les Marocains qui résident bien au Maroc. Tout ce qui est MDM, MRE sont exclus, il faut que ça soit clair. Et puis, ce sont ces résidents fiscaux au Maroc qui ont encore des avoirs à l'étranger. Ça peut être des avoirs liquides, du cash, ça peut être des biens immobiliers
Et nous, on sait que parfois, on voit les statistiques en Espagne, en France, il y a quand même pas mal de Marocains qui résident, des résidents fiscaux au Maroc, qui ont des biens immobiliers, soit ils les ont hérités ou les ont achetés auparavant, ou pour d'autres raisons. Et il y a également les avoirs liquides. Quand je dis les avoirs liquides, tout ce qui est produits, actions, OPCVM, assurance vie et d'autres véhicules de placement qui sont en devise et qui sont détenus par les banques, je dirais, étrangères en dehors du territoire marocain. Donc voilà, à mon sens, les 3 catégories qui sont concernées. D'ailleurs, quand on va rentrer dans les détails des statistiques, on verra les rapatriements par catégorie, comme ça a été fait en 2014. Exact. 2014, une très très bonne année, une année de bon cru, en tout cas pour ces amnisties. Justement, parlons des chiffres. Allez, attaquons le sujet. Commentaire, Sibakou, sur la récolte de cette année. Quand je dis cette année, ce n'est pas 2025, n'est-ce pas? C'est 2024 et cela fait partie des principales orientations du projet de loi de finances, en tout cas de la loi de finances 2024. Bon, les avoirs déclarés totalisent un montant de 658 déclarations, donc presque, on va dire 600 à 700, pour un montant de 2 milliards de dirhams. Montant qui reste largement inférieur à ceux déclarés en 2014. Notamment, 2014, c'était environ 28 milliards de dirhams. Exact. Et en 2020, qui était une année exceptionnelle de la Covid-19, donc il y avait un montant de 6 milliards de dirhams. Donc les montants sont largement inférieurs aux montants préalablement déclarés. Prévisible, ou parce que bon, il y a des gens qui ont déjà déclaré, qui n'ont pas à redéclarer. Pourquoi, selon vous, ces chiffres sont en train de dégringoler littéralement depuis 2014, date de la première amnistie du gouvernement marocain de l'époque, bien sûr? Effectivement, on peut émettre des hypothèses parce qu'on n'a pas une oui, mais pour l'expert que vous êtes, statistiques fiables. La première chose, c'est effectivement l'amnistie qui a été lancée en 2014. Donc ça concernait tous les avoirs déclarés depuis l'indépendance presque. Donc il y avait un cumul de constitution d'avoirs à l'étranger, donc durant 40 ou 50 ans. Donc arithmétiquement, statistiquement, donc ça explique le chiffre qui a été déclaré en 2014. Il y a également le deuxième facteur qui peut expliquer cela, c'est donc ça c'est le facteur fondamental. Donc c'est la question de la baisse, on va dire, de la période qui concerne l'amnistie. Donc je pense que c'est le facteur fondamental. Très bien. Je voudrais aussi avoir votre avis, Dr Ljaï, si vous le permettez, et surtout sur la répétition des amnisties. Ne peut-elle pas jouer en défaveur finalement de cette opération, dans le sens où eh bien, on se dit, bon, ben, de toute façon, dans 2 ans, dans 3, 5, il y aura une autre amnistie, donc je peux attendre. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec le tiers des déclarations en 2024 par rapport à celles récoltées en 2020. Effectivement, donc moi je pense que, si j'ai bien compris de l'intervention de Monsieur le ministre chargé du budget, donc il n'y aura plus d'autres amnisties. Cela concerne-t-il voilà, vous faites bien de le dire, juste pour précision, parce qu'il n'a pas été précis sur ce point. Est-ce que c'est par rapport au cash détenu au Maroc, ça c'est sûr, mais est-ce que cela, selon vous, pourrait aussi concerner les avoirs détenus à l'étranger, par rapport à cette déclaration de Fouzi El-Khaja? Commentaire. Moi, si j'ai bien compris, oui, c'est le cas parce qu'on le voit, comme a dit Sibakou, la première opération 2014, c'était une opération exceptionnelle puisqu'il y avait le vécu sur plusieurs décennies et on a fait pratiquement 28 milliards et presque 19 000 déclarations. En 2020, on a baissé à 6 milliards parce qu'il y avait soit des gens qui au début étaient hésitants, ils voulaient se rattraper et ils l'ont fait. Et on voit qu'en 2024, honnêtement, le montant est faible, surtout quand on voit les avoirs en liquide. On parle de 24 millions d'euros, donc c'est rien par rapport au premier montant, 244 millions de dirhams. Et je pense qu'on a raclé les tiroirs et les dernières personnes qui soient hésitées ou qui ont acheté par la suite, je pense, ou qui avaient du cash aussi, l'ont fait. Et à mon sens, suite à ce bilan, je pense que ça ne sert plus à rien de refaire une autre amnistie. Maintenant, il faut sévir. C'est-à-dire que, comme vous le savez, et Sibakou le sait,
l'office de change peut, dans ses textes, avoir une amende qui peut aller à 6 fois le montant non déclaré. D'accord. Juste avant cela, il est intéressant aussi de regarder les chiffres et de comparer, par exemple, entre 2020 et 2024. Les avoirs en liquide représentent en 2024 12%, tandis qu'en 2020, ils représentent 21%. Donc là, déjà, on est plus sur des biens immeubles en 2024 qu'en 2020. Il est intéressant aussi. Et puis pour les actifs financiers, c'est du pareil au même, 45%, 46%, mais pas une grande différence. Mais c'est surtout les déclarations de liquide, de cash, elles ont baissé considérablement. Oui, elles ont fondu pratiquement. Oui. Soit ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient encore quelques... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on l'avait vécu en 2014, il y avait des gens qui avaient 2-3 comptes. Je dis n'importe quoi, un compte en Espagne, un compte en France, un compte en Suisse. Peut-être au début, ils ont déclaré 1 ou 2 comptes et ils se sont dit on va se rattraper pour éviter les gros problèmes en cas d'infraction, surtout qu'il y a l'échange de données entre les pays de l'OCDE et notamment entre le Maroc et les partenaires. Ou bien il y avait des gens qui ont attendu cette dernière, qui n'ont rien fait dans les deux précédentes amnisties. Ils se sont dit on va le faire cette fois-ci pour clore ce chapitre. Mais honnêtement, comme je l'ai dit dans mon introduction, le montant est vraiment très faible, surtout le cash. Si on veut renflouer, c'est pas ça qui va renflouer les avoirs en devise du Maroc, puisque nous avons pratiquement 350 milliards de dirhams, ce qui couvre pratiquement 60 jours de nos importations. Et honnêtement, ça ne sert à rien de refaire une autre opération. Les montants sont très, très faibles. Même quand on voit les avoirs liquides, c'est-à-dire 916 millions de dirhams, entre actions, assurance vie, OPCVM, ça reste faible par rapport aux 2 précédentes opérations. C'est mon point de vue personnel. Oui, Omar Bakou, aussi une question, puisqu'on parle d'échange de données, les garanties. Oui, les garanties concernant la confidentialité des informations transmises. Effectivement, par rapport à la question de la baisse de la part des avoirs déclarés, les avoirs liquides, il est certain que l'échange de données dans le cadre de tout ce qui est prévu par l'OCDE a certainement eu un impact très important. Bien entendu, en 2014, il ne faut pas oublier que c'était un phénomène de masse. Parce que quand on compare, il y a une statistique extrêmement importante, c'est que la moyenne de valeur déclarée en 2024, c'est 3 millions de dirhams par déclaration. Alors qu'en 2014, c'était la moitié. Donc en 2014, c'était un phénomène de masse. Et quand on parle de phénomène de masse, il y avait quand même un phénomène, c'est que beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment dans une perspective de fuite de capitaux, mais qui parfois, par exemple, détenaient des comptes quand ils étaient étudiants ou des comptes à des fins d'usage, parce que quand ils partent à l'étranger, leur carte ne marche pas, etc. Donc il y avait plusieurs comptes détenus à l'étranger sous forme d'avoir liquide, non pas dans une optique de fraude, mais à des fins usuelles, etc. Et donc cet élément-là a impacté la question de la baisse de la part des avoirs liquides. Un deuxième facteur concernant la question des facteurs qui peuvent être avancés comme pour l'explication de cette baisse des avoirs, il y a la question des modalités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des modalités de mise en œuvre de cette amnistie, il y a des taux qui sont différenciés en fonction du type d'avoir. Par exemple, pour les avoirs, les actifs financiers, les biens immeubles, c'est 10% de la valeur d'acquisition pour les biens immeubles et 10% de la valeur de souscription pour les actifs financiers et bien sûr 5% pour les avoirs liquides et 2% lorsqu'ils sont cédés. Maintenant, parfois, il y a des questions pratiques. Par exemple, ceux qui détiennent des avoirs sous forme d'actifs financiers, parfois, ils les ont achetés à un prix, et parfois, les prix ont baissé d'une manière extraordinaire. Parfois, ils ont baissé à zéro, notamment durant la période de 2008-2009. Et donc, déclarer déjà, c'est la double peine des personnes qui ont déjà subi des pertes assez conséquentes et payer 10%, non pas sur la valeur des actifs, la valeur actuelle, mais sur la valeur d'acquisition, ça peut être avancé. Mais ils peuvent les céder, les vendre littéralement, et puis déclarer le cash qui n'est, ou en tout cas qui n'était taxé qu'à hauteur de 5%.
Oui, c'est une éventualité, Oui. mais ça n'empêche pas que finalement 5% par rapport à une perte, par exemple, qui peut aller jusqu'à 80-90%. Oui, c'est vrai que... Donc ça peut être avancé en tant que facteur explicatif, ajouté à ce qui vient d'être annoncé par mon cher ami Silgey, la question de l'éviction. Parce que Feu Hassan II, à l'époque, disait, je pense, que quand on voulait faire la réforme du GSM avec l'ouverture des télécoms, il a dit pas deux réformes en même temps. Il y a une séquentialité des réformes parce qu'il se peut qu'il y ait un effet d'éviction d'une action par rapport à l'autre. Donc voilà les facteurs explicatifs qui peuvent être avancés. Alors, qu'en est-il des autres, des contribuables qui n'ont pas déclaré de manière libératoire? Quels sont les risques juridiques, financiers pour les détenteurs actuels de liquidités ou d'autres avoirs à l'étranger qui choisiraient de ne pas se conformer à l'amnistie ou aux 3 amnisties? Omar Bako. Donc, ils sont soumis aux dispositions de la réglementation d'échange, ce qui vient d'être annoncé par CLG. Donc, s'ils sont attrapés par les filets, donc il y a... Quels sont ces filets? Donc, les filets du dispositif du contrôle d'échange qui est... Bien sûr, quels sont ces outils? Quels sont ces mécanismes de contrôle? J'en parlais dans mon introduction. C'est des mécanismes techniques qui peuvent soit prendre la forme d'échange de données dans le cadre des procédures de l'OCDE, donc c'est extrêmement important, soit sous forme de techniques d'évaluation des valeurs, par exemple, déclarées, etc., recoupées à d'autres indicateurs qui peuvent montrer, par exemple, que la personne en question, il y a des soupçons de doute sur la constitution d'avoir, mais essentiellement pour prouver la constitution d'un avoir à l'étranger, il y a les sources d'information, et bien sûr, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées, qui sont bien sûr utilisées par les autorités de contrôle et de supervision de ce genre d'opération. Vous avez parlé tout à l'heure de choc, en tout cas parmi les raisons qui encouragent des gouvernements de par le monde à opérer ce genre d'opération, en tout cas à opérer ce genre d'amnistie, c'est le choc de la sécurité juridique et la confiance. Docteur Ljaï, dans quelle mesure pensez-vous cette initiative peut réellement contribuer à renforcer la confiance entre le contribuable et l'État, ou particulièrement l'administration fiscale, et pour cette opération-là, l'Office d'échange? Alors, il ne faut pas oublier que pour renforcer la confiance, il y a d'abord l'anonymat. C'est-à-dire que le client ne s'adresse pas à l'Office d'échange ou à l'administration, il s'adresse à sa banque. Donc, il a une relation de confiance avec son banquier, de proximité avec lui. Et quand il déclare à son banquier, la banque ne déclare qu'un code, qu'un numéro. On ne donne jamais le nom de la personne. C'est pour restaurer la confiance et mettre à l'aise le client. Donc, il y a un numéro qui est déclaré et le client garde le double. En cas de contrôle, comme a dit Sibako, par plusieurs méthodes de l'Office d'échange, on peut lui dire, monsieur, on a reçu dans le fichier que vous aviez un compte. Il sort ce document en disant, monsieur, j'ai déclaré, je suis amnistié et l'affaire est close. Donc, moi, je pense que c'est intelligent de reposer tout le mécanisme sur l'anonymat et sur une relation de confiance entre l'établissement bancaire, son client, et bien évidemment l'établissement bancaire, aussi bien l'office de change que l'administration fiscale. Ça, c'est très, très important. Et puis, comme vous l'avez dit dans votre préambule, c'est la troisième opération d'amnistie qui se fait. Donc, honnêtement, les gens qui ont raté le train 2 ou 3 fois, il n'y aura plus, je pense, d'excuses. Et malheureusement, s'ils tombent entre les filets de l'office de change, ils vont payer le prix par fort. Tu as évoqué tout à l'heure, c'est Bako, qui, si je m'abuse, 6 fois le montant et même des peines d'emprisonnement de 1 année à 5 ans pour avoir dissimulé ces avoirs en devises. On reproche souvent, Omar Bako, à notre politique de change d'être trop contraignante, notamment pour les... Je ne citerai par exemple que l'exemple des startups ou dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pensez que ce genre d'opération
redore le blason de notre politique de change, où il faut réellement une réflexion pour une politique de change qui soit contemporaine, un peu plus contemporaine. Bien entendu, bien sûr. D'ailleurs, le rapport sur le nouveau modèle de développement a insisté sur la nécessité d'une refonte de tous les textes économiques qui régissent les activités économiques. Il a appelé à une évaluation chaque 10 ans de la pertinence de ces textes. Et effectivement, les textes régissant les opérations de change qui se fondent sur des textes déjà mis en place au lendemain durant la période du protectorat et reconduite par la suite, donc doivent bien sûr être revus, actualisés pour les mettre en phase avec les réalités économiques. Et bien entendu, il y a des aspects qui concernent les opérations courantes, parce que le Maroc a souscrit déjà en 1993 à l'article 8 des statuts du FMI, et cet article dispose que les pays qui souscrivent à cet article, que toutes les opérations courantes doivent être libres. Libre, cela signifie que les personnes qui s'adressent aux banques pour convertir les dirhams en devises au titre d'opérations courantes doivent le faire librement et ne doivent pas s'adresser à une administration pour réaliser ces opérations. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde la réglementation d'échange, vous savez, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet. Que vous pouvez consulter sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, cette liberté n'est pas... Vos différents ouvrages aussi consacrés à la question de la politique d'échange dans notre pays, Omar Bakou. Donc il faut que, bien sûr, une normalisation des textes pour les mettre en phase avec cette réalité, notamment avec ce principe même constitutionnel, parce que le fait de s'engager avec le FMI, c'est un engagement envers un organisme international. Et donc, par conséquent, les réglementations doivent être conformes à ce principe-là. Comment être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux en devises? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que si, effectivement, on changeait ces textes de loi et que cette libre circulation, finalement, des capitaux est appliquée dans notre pays, cela empêcherait la fraude? Non, la question des canaux qui sont ouverts, il ne faut pas oublier qu'il y a une statistique extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, le marché d'échange marocain, c'est un marché de 160 milliards de dollars. C'est-à-dire que chaque jour, en ce moment, cette heure-là, chaque jour, il y a 300, quand je dis 160 milliards de dollars, donc c'est l'équivalent de 3 milliards de dirhams par jour de flux, ou de 6 milliards, le double de flux, donc d'échanges des devises qui rentrent et qui sortent. Et ces devises qui rentrent et qui sortent, notamment pour la réalisation d'opérations d'importation, d'exportation, donc disposent de canaux pour la réalisation de ce type d'opération. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui va payer un service à l'étranger, donc il part chez la banque, il lui donne un document et il envoie l'argent à l'étranger. Donc il n'y a aucune entité qui peut vérifier a priori, sur le moment, la fiabilité des données. Et vous avez aujourd'hui presque 75% des dépenses en devises se font sur cette base. C'est-à-dire que c'est des devises qui partent sur la base de documents remis à la banque. Donc, au lieu de s'acharner sur des micro-opérations, l'idée, c'est de libérer un peu, donc de normaliser la réglementation. Et par la suite, bien sûr, il y a divers instruments très subtils qui permettent effectivement, notamment, de pouvoir détecter les opérations douteuses de constitution d'avoirs à l'étranger. On peut utiliser les outils macroéconomiques. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez par exemple une catégorie d'opérations, voyage pour études à l'étranger, ou voyage même, ou une opération d'importation de services, parce qu'il y a une centaine, les opérations de transport, les assurances, etc. Si vous remarquez qu'il y a une différence notoire d'une année à l'autre, vous pouvez creuser là-dessus pour les administrations en charge. Fiscal, office d'échange. Il y a fiscal, il y a l'administration des douanes, il y a l'office d'échange. D'ailleurs, il y a un formidable outil qui a été, je pense, ça fait 5 ans, 6 ans, par une loi de finances, c'est que la possibilité d'échange, l'interopérabilité d'échange d'informations. Donc techniquement, sur le plan technique, c'est
très facile, je dirais avec les moyens modernes dont on dispose, de pouvoir utiliser à la fois les informations macroéconomiques. Quand il y a une crise, c'est normal qu'il y aura moins d'exportation, on a des informations sur les secteurs qui exportent plus, moins, etc. Donc tous ces éléments, toutes ces informations peuvent être matchées pour disposer d'indicateurs et d'instruments pour pouvoir cibler les opérations, je dirais, de constitution d'avoirs à l'étranger. Ajoutez à cela que les risques macroéconomiques de constitution d'avoirs à l'étranger sont faibles. Moi, les chiffres dont on dispose actuellement sur les déclarations spontanées, que ce soit en 2014, 2020 et 2024, si on fait la somme de tout ça, ça ne m'étonne pas. La réalité ne doit pas être vraiment largement au-dessus. Voilà, c'était ça ma dernière question pour conclure. Vraiment en 2 mots, est-ce que vous pensez que ce qui a été récolté, qu'est-ce qui représenterait par rapport à l'ensemble des avoirs détenus à l'étranger par les Marocains? Globalement, moi je pense que les chiffres effectifs ne doivent pas être largement un peu différents de ce qui a été déclaré. Il y aura certainement des décalages, mais il n'y aura pas une grande différence entre ce qui a été déclaré et la réalité des avoirs à l'étranger. En tout cas, après la carotte vient le bâton et l'État va certainement sévir pour les réfractaires. Merci beaucoup, Omar Bakou, encore une fois, d'avoir enrichi ce débat. Mes remerciements aussi à vous, Dr Mustapha Al-Jaï. Toujours un plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée. À vous également. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.